Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Catherine Simon-Paquet qui vient nous parler de la douance en lien avec la santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, les expériences de mort imminente. Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin nous apportent leur chronique Trauma et stress. Tout ça dans le menu de Folie douce. Bienvenue chez nous. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille mon invité, Catherine Simon-Paquet. Bonjour Catherine. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler ensemble de douance en santé mentale. Ça m'a intéressé ce sujet-là, la douance. Comment on peut, d'abord, avant de préciser ce que c'est, peux-tu nous dire ce que tu fais? Quel est ton rôle, en fait, au niveau des études, entre autres, là? Ben oui, moi, je suis étudiante au doctorat en psychologie de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. Ouais. Et je fais ma thèse, en fait, sur les relations parents-enfants et leur impact sur le parcours scolaire des jeunes. Mais durant mon parcours, j'ai découvert la douance un peu par hasard et je me suis mis à vraiment m'y intéresser puis à lire beaucoup là-dessus. Puis c'est comme ça que j'ai parti, en fait, mon compte là, sur la douance que vous avez vu sur Instagram. Ben oui, on s'est découvert comme ça. Mais comment on peut définir ce que c'est la douance? La douance, en fait, il y a plusieurs définitions possibles. Ce qui est reconnu en ce moment dans le monde scientifique, c'est le haut potentiel intellectuel. Donc là, on parle vraiment d'intelligence, le quotient intellectuel qui est très connu, là, le QI. Ouais. Donc c'est un très haut QI qui va être vraiment éloigné de la moyenne, disons. Nous, on va regarder deux écarts-types, donc un QI plus haut que 130, c'est ça qui est étudié en ce moment en neurosciences, en neuropsychologie. Par contre, quand on va dans les milieux scolaires, donc plus éducatifs, les personnes vont regarder d'autres aspects des enfants. Donc, bien sûr, on va regarder le rythme d'apprentissage. Est-ce que l'enfant apprend rapidement, puis acquiert des connaissances plus rapidement que ses pairs? Ouais. Mais on va regarder aussi son engagement. T'sais, est-ce qu'il est intéressé à l'école? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il y a des passions, des choses qui l'intéressent? Puis, où il va aller chercher des connaissances là, pour devenir comme un mini-expert de son sujet. Et on va regarder, c'est ça, différents aspects, la curiosité de l'enfant, la créativité, à quel point il y a des idées divergentes là, qui vont un peu dans tous les sens, mais qui font en sorte qu'ils sortent de la boîte. Donc, dans le milieu éducatif, on va les placer, ces enfants-là, dans des programmes spéciaux parfois. Ça peut être un programme musique-études, danse-études, sport-études ou un programme avancé enrichi, international. Donc, en fait, mon point, c'est vraiment que la douance est définie différemment dans le milieu scolaire et dans le milieu plus scientifique, plus neurosciences. OK. Et comment on peut... parce que dans le fond, on parle de douance et santé mentale, parce que est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus, justement, qui ont plus comment on pourrait appeler ça? Est-ce que c'est une vulnérabilité, en fait, parce qu'il y a une croyance populaire qui a été véhiculée un peu par des psychologues cliniciennes qui dit que les personnes douées vont avoir certains problèmes de santé mentale, on va le dire comme ça, là, de l'anxiété, de la dépression, une difficulté à se faire des amis, plusieurs problématiques. Mais dans la littérature, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement ça. Quand on compare les personnes douées et les personnes qui proviennent de la population générale, généralement, en fait, on voit pas de différence significative. Donc là, ça cause une espèce de clash, là, si je peux dire, entre le milieu scientifique et le milieu clinique. Donc là, les scientifiques sont en train de se demander comment ça se fait qu'en clinique, il y a plusieurs psychologues qui voient des personnes douées qui ont des problématiques de santé mentale qui sont reliées directement à leur douance et qu'en recherche, on voit pas nécessairement ces différences-là très claires. Donc là, ce qu'on est en train de regarder, c'est est-ce qu'il y a des facteurs, par exemple, environnementaux ou même de personnalité qui feraient en sorte qu'il y a certaines personnes douées qui seraient plus à risque de développer ces problèmes-là? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Là. Sur la page, des fois, je parle d'intersectionnalité. Si, par exemple, on est une personne qui vit dans un milieu défavorisé, est-ce que ça se peut que ça nous pose préjudice? Probablement. Si je fais partie d'une communauté qui est marginalisée, qui est racisée, est-ce que mon développement va se faire comme les autres enfants si je suis une personne douée? Probablement pas. Donc, c'est ces aspects-là qu'en ce moment, en recherche, on regarde, on creuse, puis on est en train de découvrir des choses qui sont vraiment intéressantes parce que quand les enfants n'ont pas les opportunités dans leur environnement pour s'épanouir, en fait, puis développer leur plein potentiel, mais c'est là qu'on va voir des problèmes de santé mentale. Oui, et on peut peut-être les prévenir, tout ça. Donc, la recherche fait en sorte que, bon, on va mieux connaître ou mieux percevoir s'il y a des problématiques, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres pays ou d'autres endroits où il y a eu des études sur cette question-là ou s'il y en a peu? C'est pour ça que ça va peut-être encourager à le faire?
Il y en a quand même peu, mais je dirais que depuis 3 ans, moi, j'en vois plusieurs là, qui émergent des études dans la littérature scientifique puis qui me donnent espoir, en fait, là, comme par exemple aux États-Unis, il y a une étude en 2019 qui était en Alabama dans une population noire où on voyait que chez les garçons, la douance, ça pouvait prédisposer à plus de désespoir à travers l'adolescence. Donc ça, le désespoir, là, c'est vraiment un prédicteur de la dépression puis de plusieurs problématiques de santé mentale. Donc là, ça nous ouvre les yeux sur une problématique qui est ces enfants-là, ils vivent quelque chose de différent des enfants typiquement étudiés, surtout blancs, riches, dans le milieu très éduqué, en fait, là, tu sais. Fait qu'on est en train de vraiment voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis, tu sais, il y a des grosses études populationnelles dans d'autres pays. Entre autres, je pense à une, je pense qu'il était en Belgique, puis il y avait comme environ 8000 enfants. Puis là, quand tu testes 8000 enfants, c'est sûr que tu trouves des enfants doués juste par statistiquement, il y en a. Il y en a plus, c'est ça. C'est supposé être 2 à 3%, là. Donc, eux, ils ont regardé, ces enfants-là, dans la population générale, comment ils se développent? Puis, tu sais, ils voyaient que, par exemple, à l'école, il y avait beaucoup de motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'ils aimaient vraiment ça, l'école, ils allaient par intérêt, ils voulaient apprendre, mais il y avait aussi, paradoxalement, plus d'amotivation. Puis la motivation, c'est ça qui prédit, entre autres, le décrochage scolaire. De dire, mais pourquoi je vais à l'école? Puis, entre autres, c'était un lien entre le sentiment de compétence et la motivation. Parce qu'il y a des enfants qui se sentaient plus compétents, mais ils se demandaient qu'est-ce que je fais là. Parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez stimulant. C'est ça, ils savaient déjà la matière enseignée. Ouais. Alors, ils perdaient un peu comme le but, dans le fond, le sens. Pourquoi je vais à l'école si je connais déjà? Et ça a toujours pas mal existé, cette notion-là aussi, parce que souvent, on a entendu ça des enfants qui se disent « j'ai pas d'intérêt parce que j'ai l'impression que j'en sais déjà trop, je suis pas assez stimulé au niveau des apprentissages. » Fait que dans le fond, ça existait, c'est juste qu'on le nommait peut-être pas, alors c'est intéressant de travailler, là. Oui, et puis il y a une perspective aussi qui est sociétale, là, dans le sens où, à l'école, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de ressources pour les enfants en difficulté. Donc, c'est sûr que notre priorité, on a décidé que ça serait de porter attention à ces enfants-là, puis d'essayer, qu'ils réussissent, en fait. Puis qu'il y ait un développement qui est quand même sain et optimal. Exactement. Mais au détriment, si je peux dire, des étudiants qui étaient plus avancés, qui, eux, c'était comme pas la priorité, là, quand il manquait de ressources, parce qu'on se dit, eux, ils vont être capables de se débrouiller, parce qu'ils apprennent par eux-mêmes. Souvent, c'est des personnes autonomes, c'est des personnes compétentes, donc c'est ça. Il y a un aspect qui est vraiment sociétal aussi, là. C'est pas juste... c'est pas nouveau, c'est sûr. Dans votre démarche, Catherine, donc, c'est ça, vous vous intéressez à la douance. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse, mais est-ce que vous avez des objectifs, vous voulez arriver à quoi? Ou est-ce que quand on commence à s'intéresser à un sujet comme ça, est-ce qu'on veut un peu une conclusion qui va vous satisfaire, qui va te satisfaire, en fait? Ou comment ça fonctionne? C'est certain que moi, j'aimerais ça, à long terme, faire des études sur la douance, puis comment on peut adapter, en fait, notre système scolaire à ces enfants-là qui apprennent très rapidement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques aussi au niveau social et affectif, au fait de, par exemple, faire sauter plusieurs années aux enfants. Ouais. Sauter une année, généralement, dans la littérature, c'est correct. Bien, les enfants s'adaptent. Mais là, si l'enfant, il apprend encore trop vite, est-ce qu'on lui fait sauter 3-4 ans? Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce qu'on peut l'amener au cégep à 15 ans? C'est des choses que moi, je me questionne là-dessus. Puis je me demande, c'est quoi un système scolaire adapté aux enfants? Et il n'est pas vraiment adapté actuellement, on peut dire, c'est ça le exactement. Système? On demande aux enfants, en fait, de s'adapter à un système qui était peut-être pas sain, en fait, pour eux aussi. On a entendu ça à l'occasion. Je sais pas si des fois, c'est soit dans des films, dans des émissions, on voit quelqu'un qui est devenu, je sais pas, un médecin puis qui avait 15 ans ou quelque chose comme ça, qu'il y a vraiment, mais je pense que ce sont des exceptions même à travers le monde. C'est rare qu'un enfant, comme tu dis, va avoir 2-3 ans d'avance sur ses collègues, là. Mm-hmm. Actuellement, au Québec, on est quand même réticent à faire sauter des années aux enfants parce que, justement, on craint des répercussions sur leur développement plus social et affectif. Ouais. Par contre, comme je disais, la recherche est claire, là. C'est bon de faire sauter une année à un enfant qui s'ennuie puis qui a des problématiques reliées à l'ennui, reliées au fait qu'il apprend très vite puis que l'école n'est pas adaptée. Donc, il manque de recherche un peu parce que effectivement, il y a des gens pour qui ça a un impact de sauter une année au niveau de la santé mentale, au niveau des relations humaines qu'ils vont être capables de développer. Et aussi, si je pense à la puberté, qu'est-ce qui se passe à la puberté quand tu as 2-3 ans de moins que les autres? C'est une question, moi, qui me préoccupe et qui n'a pas été vraiment étudiée. Donc, il y a beaucoup de questions qui restent à étudier. Ouais. Puis, je trouve que les observations cliniques sont très, très riches pour ça.
Et peut-être que le modèle idéal, c'est peut-être d'aller chercher quelque chose à côté de l'école, parce que justement, peut-être ça règle des problèmes. Ça doit être une option. Comme une activité parascolaire. Oui, parascolaire qui viendrait comme stimuler le jeune qui en même temps, sans l'enlever nécessairement de son milieu, à part peut-être de faire sauter une année. C'est peut-être ça. Absolument. Mais par exemple, il y a des programmes de sport-études qui permettent d'avoir un programme accéléré. Ouais. Parce que les enfants vont aller à l'école, ou même les ados, là, les jeunes en général, vont aller à l'école moins d'heures, puis vont passer le reste des heures dans leur sport ou dans la musique, par exemple. Ça, c'est vraiment une option qui est super intéressante, puis d'autant plus que moi, je m'intéresse énormément à la psychologie positive, donc au développement optimal. Puis, dans ce courant de recherche-là, je m'intéresse à la passion. Et la passion pour une activité parascolaire, c'est vraiment bénéfique pour la santé mentale, en fait. C'est motivant pour les études elles-mêmes. Ben oui. Mais même pour les adultes là, qui écoutent, là, en fait, n'importe qui, là, de développer une passion, une activité que vous aimez beaucoup, là, que vous faites par intérêt, puis que vous passez du temps, de l'énergie, puis que vous vous identifiez à cette activité-là, c'est bon pour tout le monde, là, c'est relié à une bonne santé mentale, mais seulement si elle est harmonieuse. Fait qu'il faut qu'elle soit en harmonie avec les autres sphères de votre vie. Ouais. Faut pas qu'elle se mette à empiéter sur vos relations, sur votre travail, les autres choses. Il faut que ça soit harmonieux. Ça s'intègre bien dans l'horaire, puis ça s'intègre bien dans... Exactement. C'est quand ça devient obsessif, là, on a des répercussions sur la santé mentale, comme l'épuisement ou des symptômes dépressifs, ce genre de choses-là. Faut que ça reste une activité qui est vraiment le fun, mais qui est harmonisée avec le reste de notre vie. Oui, t'as commencé quand à t'intéresser au sujet et quand est-ce que tu crois que tu vas arriver à comme tu disais, tu vas peut-être vouloir prolonger là-dessus, mais au niveau de tes études, est-ce que tu as... Moi, actuellement, je complète ma thèse, puis je fais aussi plusieurs stages de recherche. Donc, en ce moment, je regarde pour faire des stages de recherche qui vont m'amener vers la douance. Ou après, j'ai aussi un postdoctorat, dans le fond, là, que j'aimerais faire, qui typiquement dure 2-3 ans. Okay. Donc ça pourrait être aussi une avenue que j'emprunte, là, d'étudier la douance dans ce parcours-là. Ouais. Mais sinon, tu sais, j'aspire à devenir professeur d'université. Puis là, j'ai 40 ans pour étudier la douance. C'est ça, pour continuer à creuser le sujet de ça. Qu'est-ce qu'on peut, quand les gens qui veulent en savoir plus, soit sur le web, ou est-ce qu'il y a des ouvrages déjà? Éventuellement, on va avoir peut-être ton ouvrage, ou en tout cas, on va avoir des écrits qui vont être publiés par toi. Mais en attendant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut lire ou comment on peut s'informer pour en savoir plus? Oui, il y a le site Internet de l'Association québécoise pour la douance. Si je ne me trompe pas, c'est acudouance.org. Sinon, on le cherche, l'Association québécoise pour la douance. Et sinon, il y a des excellents ouvrages qui ont été publiés au Québec par les éditions Midi 30, puis c'est La douance de Marianne Bélanger et 10 questions sur la douance et la double exceptionnalité. C'est ça, d'une équipe de neuropsychologues. Là, je sais qu'il y a entre autres Marie-Claude Guay, mais c'est ça, c'est une équipe là, de neuropsychologues qui ont est-ce qu'on définit quelque part justement ce que c'est la douance pour que les gens se disent, je pense que peut-être mon enfant ou un de mes proches a cette faculté-là, c'est un peu une chance d'avoir ça jusqu'à un certain point, si c'est bien géré. Là. Oui, absolument. C'est un facteur de protection, en fait, là, pour plusieurs personnes. Oui. Puis ça peut se trouver un peu la définition, en tout cas, comment on sur définit. Le site Internet, dans les livres et tout ça, même sur mon blog ou sur la page Instagram, c'est des choses qu'on discute. Et comment on trouve peut-être tes coordonnées? Évidemment, on va pouvoir les mettre peut-être sur notre site, là, mentionné à Folie Douce, mais comment on peut te chercher? Est-ce qu'on cherche juste ton nom, par exemple, dans Instagram, ou est-ce que tu es présent Instagram, c'est douance.science. OK. Puis j'ai aussi fait un site internet qui est douancescience.com. On peut chercher ça pour on trouve. Oui. Bien, merci beaucoup, Catherine Simon-Paquet. C'était fort intéressant, instructif. Puis tu reviendras peut-être à l'émission pour les résultats à venir là, dans tes études. Ça me ferait plaisir. C'est très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, les expériences de mort imminente. Exactement. Là, ici, on parle des gens qui vont frôler la mort, qui vont perdre connaissance et qui vont revenir à la vie, façon de parler. C'est arrivé quand même quelques fois, ça n'arrive pas tous les jours, mais il y a des gens qui ont expérimenté ça. Hein? Oui, dans cet article qui s'appelle « Expérience de mort imminente, un signe de l'au-delà », on nous dit que c'est 25%, c'est-à-dire une personne sur 4, mais qui va frôler la mort dans des circonstances, comme je viens de te dire, là, qui vont avoir une expérience de la sorte. OK. C'est quand même beaucoup. J'aurais jamais cru que c'était autant. Moi non plus. Mais ici, on va voir que ce phénomène-là est examiné par des hommes de science, c'est-à-dire des médecins en grande partie. Okay. Alors, cet article que j'ai trouvé sur Internet est écrit par
Madame Michelle Longour, qui est journaliste et auteure spécialisée dans les questions d'éducation et d'apprentissage. C'est sur le site réussirmavie.net. Alors, cette Madame Longour nous dit « Ils ont frôlé la mort et aperçu la lumière d'une autre vie. » Dans un livre passionnant, le docteur Patrick Tellier analyse ses expériences de mort imminente, ou ce qu'on appelle EMI, pour être plus court, du point de vue du médecin et d'un croyant. Pour lui, elle conforte l'espérance d'une vie après la mort. Le docteur français Patrick Tellier se définit comme catholique et médecin scientifique. Il a été responsable du bureau des constatations médicales au sanctuaire de Lourdes de 1998 à 2009. Et le témoignage suivant a été donné par un homme de 70 ans, marié et père de 2 enfants. Il nous dit « À un moment donné, une porte s'est ouverte avec une grande lumière blanche devant moi. Pas dans un tunnel pour moi, j'étais seul aussi, dans un espace clair, calme, reposant et indescriptible. On va vers quelque chose de formidable et de merveilleux. Combien de temps? Je n'en sais rien. Il n'y avait plus de temps. C'était en tout cas très agréable à vivre. Un espace de bonheur, de bien-être et de plénitude. » Cet homme adjoint au maire de sa commune, Michel Durand, avait pourtant bien les pieds sur terre. Au cours d'une intervention chirurgicale en 2003, il a fait un arrêt cardiaque. Il est cliniquement mort. Finalement, on parvint à le réanimer in extremis. Il racontera alors avoir vogué vers ce monde où tout est beau et tout est serein, avant d'avoir dû revenir en arrière vers ce monde-ci où nous vivons. Quand même impressionnant. Hein? C'est le genre de témoignage qu'on entend presque toujours. Oui, c'est ça. Les personnes qui ont pu vivre ça, en général, racontent toujours quelque chose de similaire. Ouais. Ce n'est là qu'un des nombreux témoignages rapportés par le docteur Patrick Tellier dans son livre « Expérience de mort imminente » aux éditions Artege. On y apprend ici que ces expériences, ou EMI, ne sont pas des phénomènes si rares. Environ 20% à 30% des personnes qui frôlent la mort au cours d'un accident, d'une opération ou d'un arrêt cardiaque vivent ce type d'expérience. Les expérienceurs, comme on les appelle, peuvent être de tout âge, toute culture ou toute croyance. Chrétiens, musulmans, athées, hommes, femmes et parfois même des enfants. Le récit de ce qu'ils vivent au moment de leur mort ne peut donc pas être le fruit de ce qu'ils auraient cru ou connu. Et en même temps, c'est pas tout à fait toujours pareil, mais il y a une similarité. C'est comme tu dis, il parlait pas de tunnel, le monsieur tout à l'heure, il parlait d'une porte, mais ça reste que l'idée de base reste la même à peu près pour tous ceux qui le racontent. C'est vrai. Oui. Mais alors, comment expliquer ces témoignages? Le docteur Tellier débute son analyse d'un point de vue scientifique. Il se réfère d'ailleurs aux nombreuses recherches réalisées sur le sujet, notamment aux États-Unis par le docteur Jeffrey Long, qui a analysé plus de 1300 témoignages et créé la Near Death Experience Research Foundation, ou en bon français, la Fondation de recherche de mort imminente. Les chercheurs ont d'abord vérifié que ces visions n'étaient pas des hallucinations provoquées par des substances anesthésiques ou des changements d'état du cerveau. Mais dans la plupart des cas, l'EMI se produit après la mort clinique, c'est-à-dire l'arrêt de toute activité cérébrale, alors que l'électroencéphalogramme est plat. La conscience survivra donc à la mort du cerveau. Pour ceux qui pensent que l'homme n'est que matière, c'est impensable et pourtant, les récits des expérienceurs semblent indiquer le contraire. Spécialiste du cerveau sceptique et cartésien, le docteur Eben Alexander a longtemps pris des expériences de mort imminente pour des délires, jusqu'au jour de novembre 2008 où il se réveille avec une violente migraine. On diagnostique une forme de méningite bactérienne qui dévaste son cerveau. Il nous a dit « Mes chances d'en réchapper autrement que dans un état végétatif étaient faibles. Très vite, elles sont devenues inexistantes. Mais pendant que les neurones de mon cortex était réduit à l'inactivité complète par la bactérie, ma conscience libérée du cerveau parcourait une dimension plus vaste de l'univers, une dimension dont je n'avais jamais rêvé et que j'aurais été ravi d'expliquer scientifiquement avant que je ne sombre dans le coma.
Il vit alors une véritable odyssée au milieu d'anges célestes, expérience dont il certifiera la réalité. Le docteur Alexander nous dit « Il est désormais évident pour moi que l'image matérialiste du corps et du cerveau comme producteur plutôt que véhicule de la conscience humaine est dépassée. » Aujourd'hui, le docteur Alexander nous dit à la place une représentation nouvelle du corps et de l'esprit, à la fois scientifique et spirituelle, est en train d'émerger. Alors, je m'arrête ici, Yvan, et on va poursuivre plus tard dans l'émission. C'est quand même fascinant. J'ai hâte d'en savoir plus. Donc, les expériences de mort imminente plus tard à l'émission Folie douce. À venir dans l'émission, nos chroniqueuses Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin nous présentent leur sujet « Trauma et stress ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec les expériences de mort imminente. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir nos chroniqueuses, Marjolaine Rivet-Bourgard. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Et Justine Fortin. Bonjour Justine. Salut. La dernière fois, vous êtes venue comme invitée et là, vous avez décidé de faire une chronique. C'est super intéressant. Votre domaine de prédilection, c'est la recherche en santé mentale. Et cette semaine, vous allez nous parler cette fois-ci, en fait, vous allez parler de trauma et stress. On veut faire ça court, là, c'est un peu ça. Alors, je ne sais pas qui des deux va amorcer le sujet, puis vous allez évidemment, vous allez remplir la chronique, puis on va écouter ça avec grand intérêt. Oui, excellent. Puis ça nous fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, donc, on a un sujet qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Donc, comme vous pouvez le savoir, depuis 2019, il y a énormément d'événements de masse qui se sont passés. Donc, quand on parle d'événements de masse, ça peut être la pandémie, ça peut être des inondations, même des tremblements de terre, tout ce qui est désastres naturels, qui ont non seulement des impacts économiques et physiologiques sur la santé des gens, mais aussi des impacts sur la santé mentale des gens. En fait, sur quoi on discute peut-être pas assez, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Est-ce que c'est assez mesuré, c'est ça? Est-ce qu'on pense? Est-ce que les gens qui font de la recherche, est-ce qu'ils font assez de recherche sur ça, à votre avis? Mais oui, il y a plein de laboratoires qui travaillent spécifiquement sur la santé mentale. Donc, je dirais qu'on a toujours un nouveau projet, une nouvelle population clinique qu'on veut étudier. Okay. Donc, je dirais que oui, il y a beaucoup de recherches. C'est jamais assez, mais on en fait beaucoup. Je pense que le point où est-ce qu'on a un peu plus de difficultés, c'est vraiment la dissémination de ces connaissances-là. Donc, en effet, Justine a raison, il y a énormément de connaissances qui est créées dans le domaine scientifique, mais très peu de ces connaissances-là sont partagées avec le public général, puis c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. OK, c'est parfait. On va vous soutenir dans la démarche, c'est intéressant. Merci. Puis justement, donc, en lien avec la santé mentale, il y a certains diagnostics qui vont arriver un peu plus souvent que d'autres, et puis ce qu'on voudrait discuter aujourd'hui, puis des choses qu'on étudie beaucoup dans notre laboratoire, donc ça nous tient, c'est notre petit dada, c'est vraiment les troubles de stress post-traumatique puis les troubles de l'adaptation. Oui, puis justement, ces troubles-là ne sont pas juste générés par des événements de masse. Donc, des fois, c'est vraiment des événements qui sont plus individuels. Donc, une agression sexuelle, une annonce de diagnostic de cancer, ça, c'est sur quoi je travaille, puis on en voit aussi. Donc, c'est pas tout le temps des événements de masse qui vont venir générer ça. Puis, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on a une bible des troubles de santé mentale, justement, qui est le DSM-5, dans lequel on peut aller voir les critères spécifiques pour les diagnostics que Marjolaine a dit tantôt, donc le trouble de stress post-traumatique, puis le trouble de l'adaptation, qui ont des critères quand même distincts. Donc, on va essayer avec vous de les distinguer. Oui, excellent. Oui, exactement. Puis, en fait, ce qui est important de comprendre, je pense, à la base, c'est que ces deux troubles-là en particulier font partie d'un rassemblement de diagnostics, donc les troubles liés au trauma et au stress. Donc, il y a vraiment une panoplie de différents diagnostics à travers cette catégorie-là spécifiquement,
Mais aujourd'hui, on va vraiment focusser sur le trouble de stress post-traumatique que je vais laisser Justine présenter pour commencer. Oui, donc je vais vous présenter les gros critères. Là. C'est sûr qu'il y en a des plus précis, mais on va laisser ça aux cliniciens. Donc, le premier critère, c'est vraiment d'être confronté à un événement traumatique. Donc, quand on parle d'événement traumatique, c'est qu'on a eu une menace vitale. Donc, on a eu la peur de mourir. On peut être confronté directement. Donc, on vit l'événement et c'est nous qui avons peur de mourir. On peut être témoin de quelqu'un qui a risqué la mort également. Et aussi, ça peut être quelqu'un qu'on connaît, donc duquel on est très proche, qui a failli mourir aussi. Tous ces événements-là peuvent être considérés comme des événements traumatiques et peuvent générer justement, on peut diagnostiquer par la suite. Sinon, il y a les symptômes d'intrusion, donc il en faut au minimum un, mais il y en a plusieurs qui vont souvent être diagnostiqués, tels que des cauchemars, des pensées intrusives, donc ça revient souvent. Sinon, on a les symptômes d'évitement, donc autant l'évitement de la pensée, donc on va essayer d'éviter de repenser à cet événement traumatique, que des comportements d'évitement, donc on va essayer d'éviter des lieux qui nous rappellent l'événement en soi. Sinon, il y a l'altération, donc on va parler de changements au niveau de l'humeur, puis des cognitions, donc des personnes qui vont être plus irritables des fois. Sinon, on a l'hyperréactivité, donc ça, c'est vraiment des gens qui vont, par exemple, sursauter vraiment plus facilement dans des moments où est-ce que normalement les gens vont pas sursauter. Des situations de la vie normale, mais que les gens en mettent un petit peu plus que normal. C'est ça, tu dis, ils sont sur les gros nerfs, là, comme on pourrait dire. Fait ça peut être aussi des indices. Donc, je pense que je vais y aller avec ça pour le trouble de stress post-traumatique. Mais on comprend bien, effectivement, c'est clair là, au niveau des critères ou des symptômes. Là, Oui, puis ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il y a quand même un critère de durée. Donc, il faut que ces symptômes-là soient présents pendant au moins 1 mois. Donc, ça peut arriver je sais pas, il y a quelque chose qui nous a fait peur plus tôt, donc on sursaute plus que d'habitude aujourd'hui. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ou on est plus, on est plus irritable, on est plus stressé. Mais il faut pas s'inquiéter si ça dure pas longtemps, comme tu dis. C'est ça, il faut que ce soit là depuis 1 mois pour qu'on parle de troubles de stress post-traumatique. C'est ça, donc beaucoup de monde vont être exposés à des événements potentiellement traumatiques. Donc la majorité des gens vont avoir vécu de ce genre d'événements-là, mais très peu vont développer après le trouble avec les symptômes de longue durée. Au moment que ça arrive, c'est un peu normal. Là, on n'est pas anormal. C'est un peu normal la nature humaine. On n'est pas habitué, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est ça. Puis des fois, je pense que c'est ça qui est difficile à faire la différence, comme qu'est-ce qui est réaction normale, puis qu'est-ce qui est réaction qui est vraiment qu'on doit creuser un peu plus, qu'on doit consulter ces choses-là. Peut-être que quand ça nous empêche de fonctionner, c'est peut-être un des critères. Dans le fond, si on se rend compte après un certain temps, comme tu dis, la durée, mais aussi d'avoir quelque chose qui nous handicape, là, d'une certaine façon, c'est peut-être une lumière rouge pour dire, ça serait peut-être bien de s'informer. Oui, c'est aussi un des critères diagnostiques. On l'a pas dit, là, parce que c'est plus pour les cliniciens, mais c'est vrai que si ça perturbe notre vie quotidienne, souvent, c'est les proches aussi qui vont nous en parler. Mon Dieu, t'as changé un peu. Des fois, c'est des bons miroirs pour nous. Là. C'est rare qu'on le sait pas. C'est ça, à quelque part, la vie est bien faite quand même, dans la mesure qu'on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, soit l'entourage ou la personne elle-même. Exact. Oui, puis il y a aussi, en fait, d'autres troubles. Donc, il y a plusieurs types d'événements qui peuvent arriver. On dit, je m'excuse. Puis justement, Justine a beaucoup parlé des événements traumatiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle le trouble de l'adaptation qui, ça, survient quand on est confronté à un événement qui est stressant. Donc, un événement stressant, ça peut sembler tout à fait banal, mais ça ne l'est pas nécessairement pour tout le monde. Donc, on peut parler, par exemple, de trahison amoureuse, on peut parler de divorce, on peut parler de perte d'emploi, de problèmes financiers, donc toutes sortes de choses qui arrivent au cours de la vie. Et puis, suite à une exposition à un événement stressant comme ça, donc on peut avoir des symptômes qu'on appelle émotionnels et comportementaux. Donc, c'est un peu vague de dire ça comme ça, comparativement à ce qu'on vient tout juste de voir avec le trouble de stress post-traumatique, mais c'est vraiment de cette façon-là que c'est défini selon le DSM-5, selon la Bible. Et puis, on parle aussi de détresse psychologique, donc qui affecte notre fonctionnement. Donc, Yvan, comme tu viens tout juste de mentionner, quand on voit vraiment qu'il y a un impact sur notre vie, donc que ce soit au niveau de nos études, au niveau de notre emploi, dans nos relations sociales, là aussi, ça va être vraiment un drapeau rouge qui dit « OK, il faut voir qu'est-ce qui se passe ». Et puis, ce qui est vraiment intéressant avec ce diagnostic-là, c'est que on parle d'environ 5% à 21% des personnes qui vont être diagnostiquées avec ce trouble-là, ce qui est quand même très variable. Donc, entre 5 et 21, c'est pas très précis. Non, effectivement, ça peut être beaucoup, là. C'est presque une personne sur 5. Exact. C'est ça, là. Ce qui est quand même très dommage parce que c'est un diagnostic, je pense, qui mérite vraiment d'être un peu plus précis.
et puis c'est ça, donc qui mérite d'être un peu plus précis, qui mérite vraiment d'être plus étudié comparativement à son grand frère, le trouble de stress post-traumatique, qui est comme étudié à travers le monde, qui est vraiment... Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a vraiment un intérêt à le pousser un petit peu, ou en tout cas à encourager ce genre de recherche plus précise. Ouais. Oui, puis là, on a parlé de 2 troubles, puis c'est sûr qu'ils se ressemblent quand même, là, quand on écoute, là, OK, il y a un événement stressant ou traumatique, mais il y a vraiment des critères qui peuvent vraiment les différencier. Donc, quand on parle de trouble de stress post-traumatique, à retenir, c'est vraiment la menace vitale, donc la peur de mourir, alors que pour le trouble de l'adaptation, c'est vraiment un événement stressant. Oui, ça va nous générer peut-être une détresse psychologique, comme Marjo l'a dit, mais au final, c'est vraiment un bon critère pour les différencier, puis le critère de la durée également, là, qu'on peut mettre de l'avant. Ouais. Toujours des bons conseils à prendre en note. C'est ça? Oui, exactement. Puis on remarque aussi au niveau des symptômes qu'il y a une différence. Donc évidemment, comme je viens de mentionner, les symptômes du trouble de l'adaptation sont beaucoup moins bien définis que le trouble de stress post-traumatique. Mais à travers nos expériences de recherche, mais aussi beaucoup de recherches qui a été faites en Europe, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de comment, mon Dieu, je perds mes mots tout à coup. Il y a beaucoup de ressemblances entre les symptômes typiques qu'on va voir dans les troubles de l'adaptation et les critères, les symptômes d'intrusion du trouble de stress post-traumatique. Donc, on voit beaucoup de pensées intrusives, on voit aussi beaucoup de cauchemars et tout ça, mais aussi énormément de rancune par rapport à ces émotions-là, par rapport à ces pensées intrusives-là qui va y avoir. Et puis, je pense que c'est extrêmement important d'être conscient des différents diagnostics, mais aussi des différences entre les diagnostics pour être capable de comprendre ce qui se passe, que ce soit pour nous ou pour les autres. Les cauchemars, est-ce qu'on peut dire que c'est souvent un exutoire? Je ne sais pas si on pense à tort que ça aide ou ça nuit, je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'on dit souvent les rêves, des fois on rêve des rêves, des fois qui vont comme être peut-être réparateurs, mais je ne sais pas si les cauchemars, c'est plus un symptôme de dire qu'il y a un problème, puis il faut peut-être fouiller. Là. Oui, mais si c'est un cauchemar relié à l'événement traumatique, là, ça peut devenir problématique. Des fois, oui, il y a des cauchemars que on se reconnaît dans le cauchemar, mais c'est pas quelque chose qui nous est arrivé. Il y a quelque chose qui revient sur ça, parce que finalement, c'est peut-être un signe que c'est pas réglé, puis il faut s'en occuper, là, c'est ça. Oui, puis aussi, à prendre en note, c'est que les cauchemars, c'est souvent un symptôme qu'on appelle cardinal. Donc, quand tu as vécu un événement, puis qu'il y a un cauchemar, ça va être un des premiers symptômes. Puis en fait, c'est un des symptômes les plus typiques qu'on voit. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un gros drapeau rouge, ce symptôme-là. C'est déjà quelqu'un qui a ça lui donne déjà peut-être une indication qu'il faut faire attention. Oui. Ouais. Il nous reste encore peut-être 2 minutes. Oui, on a du temps un petit peu. Super. Donc, on va juste revenir juste pour vous dire pourquoi on voulait venir vous parler de ça. Donc, c'est important de démystifier l'importance de ces troubles-là, parce que beaucoup, dans la société, on va parler de troubles de stress post-traumatique reliés aux militaires ou aux agressions sexuelles, mais c'est pas juste ces événements-là qui peuvent générer un trouble de stress post-traumatique ou un trouble de l'adaptation, et c'est important de aussi faire valider que d'autres types d'événements peuvent générer ces symptômes-là. Les inondations qu'on a au Québec, c'est ça paraît, mais c'est énorme, là. Il y a des gens qui s'écroulent presque, là, en voyant leur maison ensevelie ou en tout cas mouillée jusqu'à un niveau incroyable. C'est ça, puis on veut vraiment valider ces personnes-là qui vivent un événement qui n'est pas la guerre. Oui, c'est correct qu'ils ressentent ces symptômes-là, donc il n'y a pas un niveau plus élevé ou moins élevé d'événement pour valider justement cet événement-là. Puis aussi, face à un même événement, les gens vont réagir différemment. Donc, c'est pas parce que ton ami était avec toi dans la voiture pendant l'accident que si elle n'a pas de symptômes, que toi, c'est anormal que t'en aies. Donc, c'est important aussi quand vous voyez un proche qui a vécu la même chose que vous, de pas réduire ses symptômes. Ben, tu sais, moi, je vais bien. C'est ça, on voulait aussi le spécifier. Ouais. Avant de terminer, comment on peut... est-ce qu'il y a des références qu'on peut donner? Les gens peuvent chercher quelque chose? Est-ce qu'évidemment, on peut mettre des liens sur notre section mentionnée à Folie douce, mais qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer? Oui, bien en fait, il y a plusieurs sites Internet, je crois, qui a vraiment des informations qui sont informées, qui sont régulièrement tenues à jour. Et tout, Exactement. Donc, il y a le CAMH, C-A-M-H, qui est en fait le Centre d'addiction et de santé mentale. Donc, c'est un centre qui est à Toronto, qui offre sur leur site énormément d'informations. On cherche ça, C-A-M-H, c'est un site qui renferme plein d'informations. Là. Exactement. Bilingue. Puis en cherchant spécialement trauma ou stress et trauma, quelque chose comme ça, on va sûrement trouver beaucoup de choses. Oui. Mais on pourra quand même mentionner, je sais que vous avez dans vos documents quand même quelques liens, tout ça, mais ce serait intéressant de mentionner ça dans notre site web, là, mentionné à Folie 2 sur antenne.qc.ca. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup à vous deux. Donc, c'était une super première chronique. J'espère qu'on va en avoir d'autres. C'est super intéressant. Marjolaine Rivet-Bourgard,
Couillard et Justine Fortin, merci d'avoir été des nôtres et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci. Au revoir. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. De retour au micro avec l'Espresso allongé et on poursuit le sujet, Pierre, les expériences de mort imminente qui étaient bien amorcées, puis c'est assez intéressant. C'est intéressant et peut-être un petit peu épeurant, je dirais. Ben, moi, j'ai l'impression que moi, personnellement, ça me donne espoir. Ça dépend toujours de nos croyances, mais j'aime bien ce que j'entends. Mais on nous dit dans cet article qu'il y a des gens de toutes sortes de croyances religieuses qui racontent la même chose. C'est ça. Donc, c'est possible qu'après la mort, peut-être qu'on rentre dans un tunnel puis qu'on aboutit au paradis. Et que ça reste, c'est ça, assez mondial. Ça touche beaucoup de gens. Oui, c'est quelque chose d'universel peut-être. Alors, l'article Internet que j'ai trouvé s'appelle « Expérience de mort imminente, un signe de l'au-delà » d'après Mme Michelle Longour. Alors, je poursuis la lecture. Le docteur Tellier note que les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, ou ce qu'on appelle EMI, décrivent souvent les mêmes étapes, une sortie et un changement d'état du corps. La personne donnée pour morte se voit en esprit sortir de son corps. Souvent, elle voit l'équipe de réanimation s'agiter sur son corps et peut parfois se déplacer et observer des membres de sa famille sur les lieux où ils sont. Après un tunnel, l'arrivée dans la lumière. Elle traverse plus ou moins vite un tunnel au bout duquel scintille une merveilleuse lumière. Souvent, elle reconnaît dans ce lieu des personnes connues, mais le plus marquant est la rencontre avec un être de lumière d'où émane un amour extraordinaire. Le mourant voit défiler sa vie ou certains moments. Parfois, il entend « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Mais cela n'a rien de menaçant, car l'amour domine, un sentiment de paix et de tranquillité. M. Tellier nous dit « Il est profond, dépassant l'expérience qui a pu exister dans la vie courante, avec une conscience et une lucidité renforcées. La personne n'a en général qu'une envie, rester où elle est, mais on lui indique alors souvent qu'elle doit retourner sur Terre. » Comme si la personne avait encore du travail à faire. C'est ça, c'était pas son temps n'était pas venu. C'est ça, c'est comme on dit, oui. Les gens qui ont frôlé, c'est ça que tu nous disais, en fait, il y a plusieurs personnes qui frôlent la mort, puis beaucoup de ceux-ci, un quart à peu près, tu disais, peuvent vivre ce genre d'expérience. C'est quand même beaucoup de monde, ceux qui ont failli y passer. Oui. Le docteur Tellier quitte alors le terrain strictement scientifique pour proposer une approche philosophique et spirituelle. Qui donc est l'être humain pour pouvoir vivre ainsi de telles expériences au-delà de la mort? Il n'est sans doute pas limité à l'activité de ses cellules et de son cerveau, car comme tout être vivant, il est doté d'une âme en laquelle il prend conscience de lui-même ou de sa personnalité et de sa liberté. Et contrairement aux autres êtres vivants, cette âme est spirituelle, ouverte à la transcendance et au divin. Le corps lui-même est marqué de cette empreinte spirituelle, ce qui distingue cette approche d'une philosophie où le corps serait tout à fait distinct de l'âme. Le docteur Tellier nous dit « Le corps est vivant et spirituel grâce à l'âme, qui est elle-même vivante et spirituelle grâce à l'esprit. Tout cela ne fait qu'un. L'être humain est substantiellement un, corps, âme et esprit, avec un retentissement réciproque entre ces trois structures. » Cette conception expliquerait l'expérience de sortie du corps, décrite par les personnes ayant frôlé la mort. De fait, indique Patrick Tellier, l'âme humaine échappe à la mort organique de l'élément matériel humain. Elle est immortelle, gardant l'individualité et l'histoire du corps qu'elle a habité. Elle reste l'âme de son corps. Ceci vient écarter l'approche des croyances en la réincarnation, car dans les expériences étudiées ici, la personne semble conserver son identité unique, même si son corps terrestre dépérit. En revanche, l'auteur y voit une confirmation de l'approche chrétienne, dont il partage la foi. Le christianisme, basé sur la foi en la résurrection de Jésus-Christ, enseigne l'existence d'une vie après la mort, dans un ciel habité par Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et c'est saint. La mission du Fils
qui s'est incarné en Palestine il y a 2000 ans est de faire connaître ce Dieu créateur et plein d'amour pour l'humanité. Il est aussi d'arracher les hommes à l'emprise du mal en leur proposant, dès leur vie terrestre, de vivre de cet amour et de le mettre en pratique en faisant le bien et en aimant leur prochain. À l'heure de la mort, le choix ultime de cet amour divin est proposé, mais l'homme reste libre de l'accepter ou de le refuser. Mais quelle que soit notre foi et nos croyances, les expériences de vie imminente sont plutôt encourageantes. Si l'on en croit ces récits, nous aurions donc l'espérance de continuer à vivre après la mort et sur un mode plutôt agréable, dans la lumière et l'amour, en retrouvant des personnalités aimées sur Terre. Est-ce que tu nous racontais aussi que c'est des scientifiques, hein? On parle de ça, on a l'impression qu'on lit des gens de différentes foi qui ont écrit ça, mais c'est des scientifiques qui ont fait des expériences. C'est ça qui est fascinant. Hein? Oui, c'est ça qui m'a attiré pour commencer vers cet article. Cela voudrait-il dire que nous irons tous au paradis? Le livre de Patrick Tellier ne cache pas qu'il y a aussi des EMI effrayantes, durant lesquelles les personnes voient l'enfer ou rencontrent des personnes vivant de grandes souffrances dans l'attente d'accéder au paradis. Ces visions confirment là encore la doctrine chrétienne du purgatoire, lieu où les personnes devraient se purifier de leurs péchés avant d'entrer au ciel. L'enfer, lui, est le lieu où l'on vit définitivement loin de Dieu. Cet enjeu spirituel éclaire un peu la raison du retour sur Terre, des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Beaucoup racontent qu'après avoir revu leur vie et rencontré l'être invisible de lumière, elles doivent revenir sur Terre pour faire le bien ou pour se racheter. Ouais, ça donne beaucoup de matière à réfléchir. Oui, peut-être tu peux rappeler en terminant quelques secondes le titre peut-être de l'article pour les gens qui voudraient aller le lire. Oui, l'article s'appelle « Expérience de mort imminente, un signe de l'au-delà, point d'interrogation ». Je n'ai pas réussi à lire tout l'article. Oui, mais on peut y aller à ce moment-là. Merci beaucoup Pierre pour cette chronique, donc les expériences de mort imminente à Folie Douce. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Merci beaucoup, Pierre Laporte, pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Et ainsi que pour tes blocs Espresso et Allongé, où tu nous as parlé des expériences de mort imminente, un sujet fascinant. C'est toujours quelque chose qui est un peu mystérieux, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à écouter. Est-ce que ça te fait peur? Non, ça me rassure, moi. Oui, selon mes croyances, moi, je trouve que c'est très rassurant. En tout cas, c'est une question de... Je trouve que c'est un beau sujet. Notre invitée en début d'émission, Catherine Simon-Paquet, nous a parlé de douance en lien avec la santé mentale. Nos chroniqueuses Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin nous ont proposé leur chronique « Trauma et stress ». C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.